Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Marielle de Sarnez. Bonjour Marielle de Sarnez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ministre des Affaires européennes, vous êtes également candidate aux élections législatives à Paris. Je rappelle que vous êtes depuis longtemps le numéro 2 du MoDem, très proche de François Bayrou. Vous avez noué avec Emmanuel Macron une alliance qui permettra probablement à ce dernier d'obtenir, selon les derniers sondages, la majorité absolue à l'Assemblée, mais aussi qui permettra au MoDem d'obtenir un groupe parlementaire. En même temps, comme on dit aujourd'hui, votre présence au gouvernement est soumise à votre élection à Paris et vous vous trouvez prise dans une affaire dont on va parler, d'emploi présumé fictif de votre assistante parlementaire, de député européen. Vous avez fait l'objet d'un signalement par Sophie Montel, une élue du Front National au Parlement européen, elle-même mise en cause pour des emplois fictifs. Vous avez porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre cet élu. D'autres députés européens sont aussi concernés, par exemple Brice Hortefeux ou Michel Alliot-Marie, qui eux aussi ont porté plainte, ainsi que des élus socialistes, Verts, des élus des Républicains et de l'UDI. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question. La question de la moralisation de la vie politique est une thématique phare du MoDem, votre parti, et reprise par Emmanuel Macron. Est-ce que, à cette aune, le quinquennat commence mal, y compris avec les soupçons qui vous visent d'emploi fictif au Parlement européen? Alors, on va commencer peut-être par vous, Marielle de Sarnez. Comment dire ? Vous l'avez assez bien présenté dans votre présentation, mais je reconnais que la tentative d'enfumage par le Front National de tout ça a assez bien fonctionné en France depuis 48 heures. J'espère qu'on va pouvoir tourner cette page parce que c'est pas formidable pour notre démocratie de pouvoir se laisser manipuler de cette sorte. Alors reprenons les choses. Voilà, reprenons les faits. J'espère qu'on parlera ensuite des sujets profonds et sérieux, et je reviendrai à la question de la moralisation de la vie publique ensuite, mais clarifions tout ça. Quelle est l'affaire ? L'affaire, c'est une affaire qui concerne le Front National et les assistants du Front National. Le Parlement européen a, il y a plusieurs mois, saisi la justice française. Parce qu'il soupçonnait, au fond, les assistants des parlementaires européens Front National d'exercer, on va dire, une fonction fictive. Et d'ailleurs, le Parlement européen, derrière, a exigé le remboursement des sommes qui sont allouées pour payer, au fond, ce travail, pour rémunérer ce travail des parlementaires, considérant que ces assistants n'avaient pas fait leur boulot d'assistant auprès du Front National et que le Front National avait... grosso modo, des emplois fictifs. Voilà. Ça, c'est la première affaire. Le Front National a pris une initiative. Le Front National, voyant ça, Madame Montel, voilà. Le Front National, voyant ça, s'est dit, comment on va faire pour sortir de ce truc-là ? Pour sortir de ce truc-là, c'est simple, on va lancer une espèce d'opération d'enfumage pour sortir de nos propres turpitudes. Donc, on va dire qu'il y a plein d'autres députés européens qui font comme nous. Alors, on en trouve 19, ils auraient pu en mettre 40, enfin, ils auraient pu tous les mettre, ils en mettent 19, ils envoient cette lettre de dénonciation calomnieuse au procureur de la République, donc visiblement en mars dernier. Moi, j'ai découvert tout ça avant-hier, en mars dernier. Le procureur, il est obligé d'aller voir ce qu'il y a dans cette lettre de dénonciation. C'est l'article 40, il est absolument obligé de le faire. Ouais. C'est mécanique, donc mécaniquement, il ouvre une enquête qu'on dit préliminaire. Voilà. Et tout ça sort dans la presse, avant-hier, dans un grand désordre, c'est-à-dire... sans forcément bien remettre en perspective l'affaire, sans reparler du Front National et de ce qu'ils ont fait, leur condamnation effective par le Parlement européen qui a constaté tout ça. Et voilà, et donc, tout ça créant une sorte d'amalgame qui est extrêmement dangereux pour la démocratie. Parce que ça met genre tout le monde dans le même sac. Au fond, tout le monde fait des choses pas bien. Alors le Front dit, tout le monde fait des choses pas bien, mais ces choses pas bien, elles ne sont pas illégales. Moi, je suis désolée, je n'ai pas les mêmes pratiques que le Front National. Et la plupart de mes collègues que je connais, dans les 19, avec qui j'ai travaillé, je pense à Yannick Jadot, à Michel Rivasi, à Tokia Saïfi, à Emmanuel Morel, et d'autres avec qui j'étais en commission, longtemps, commission en particulier du commerce international, commission dans laquelle nous avons défendu, nous, tous les jours, les intérêts des Français dans la question du commerce international, et commission au passage où nous n'avons jamais vu Mme Le Pen, qui était pourtant membre de cette commission. Donc tous ces parlementaires, les 19, là, les 20 que nous sommes, beaucoup ont porté plainte. Moi, j'ai porté plainte la première pour dénonciation calomnieuse, parce que c'est une dénonciation calomnieuse. Je veux dire que le Front National fait ça, il essaye de salir
pour faire oublier ses propres turpitudes. Je reconnais que ça a assez bien marché pendant les premières heures. Bon, maintenant, il faut qu'on rétablisse un petit peu la vérité des choses. J'ai donc saisi le procureur de la République de cette plainte en dénonciation calomnieuse. Et aujourd'hui même, en ce moment, ou ce matin, nos avocats ont remis plus de 200 preuves attestant la réalité du travail de mon assistante dite locale, c'est-à-dire de mon assistante de circonscription en Île-de-France. Je pense que la plupart de mes collègues, d'ailleurs, ont suivi ce que j'ai fait. Et là, nombreux d'entre eux ont aussi porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Madame Lepage avait déjà porté les mêmes accusations concernant des présumés emplois fictifs. Oui, et notre avocat, alors on va finir avec tout ça, parce que vous voyez, en faveur du modèle. Moi je suis heureuse de venir vous voir. Je comprends qu'il faut commencer par tout ça. Mais en même temps, vous voyez bien qu'il y a des manipulations derrière tout ça, des malveillances. Voilà, donc il faut faire vraiment attention à ne pas tomber dans les pièges qu'on tend, parce que c'est de nature quand même à déstabiliser un peu la démocratie, tout ça. Donc moi je dis faisons attention. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai porté plainte. Quant à Madame Lepage, les faits qu'elle dénonce prétendument depuis plusieurs années, ça fait 4 ans que nous disons la même chose. Notre avocat d'ailleurs a appelé Madame Lepage il y a quelques semaines pour lui dire qu'il tenait à sa disposition les bulletins de salaire de la personne qu'elle met en cause, en disant que cette personne n'était pas payée par le MoDem. Malheureusement, il y a des bulletins de salaire qui l'attestent, mois après mois. Alors, à partir de ce cas précis, on va parler peut-être de la moralisation. Romain Mazenot. La moralisation, RCF. On parle de la fin de la réserve parlementaire, donc cette somme allouée aux parlementaires, la fin des emplois familiaux, notamment pour les assistants parlementaires. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait d'autre dans cette loi, qui est la première grande loi du quinquennat ? Alors, juste pour clore l'affaire dont on vient de parler, qui est au fond l'affaire du Front National, je pense que c'est très important quand même. Nous avons tous une responsabilité à rappeler les faits et à remettre les choses dans un cadre. Parce que ça ne serait pas très bon pour notre démocratie de ne pas le faire. Donc c'est bien de se laisser enfumer. Vous savez, c'est celui qui monte la lune, le doigt et tout, et on regarde le doigt et pas bon. Eh bien, il y a un moment où il faut regarder ceux qui essayent comme ça d'enfumer tout le monde. Je pense que le Front National, il va être devant ses responsabilités, parce que ces plaintes en dénonciation calomnieuse, évidemment, j'ai bon espoir qu'elles prospèrent de façon tout à fait favorable. Maintenant, pour revenir sur la question de la moralisation de la vie publique, au fond, on voit bien qu'on a une vie publique. Moi, je vois bien, j'ai été parlementaire européenne. Par exemple, au Parlement européen, on n'a pas le droit d'embaucher son fils ou sa fille. On n'a pas depuis une dizaine d'années. On voit bien que cette vie publique, chez nos voisins, elle est quelquefois plus en avance que chez nous. Et donc, moi, je pense qu'il faut se mettre, j'appellerais ça plutôt une loi de normalisation. Je pense qu'il faut se mettre aux normes européennes. Et aux normes européennes, c'est par exemple, vous voyez, aucun pays européen a ce qu'on appelle le système de réserve parlementaire qui existe chez nous, qui est une somme d'argent qui peuvent être données pour financer des projets dans les territoires ou les communes, mais qui est donnée au fond, on ne sait pas trop sur quels critères. Certains élus, des plus gros élus, vont avoir plus et plus moins importants, entre guillemets, vont avoir moins parce qu'ils n'ont pas de rôle de fonction. Je pense que tout ça n'est pas raisonnable, qu'il faut le supprimer, qu'il faut sûrement que cet argent reste à donner et à apporter quelque chose au territoire, mais qu'il faut supprimer en tant que tel la réserve parlementaire. On a une autre incongruité en France, qu'aucun de nos voisins européens n'ont. Nous avons, je crois, 450 micro-partis. Micro-partis. Écoutez, tout ça, ça n'est pas démocratique. Et ça ne respecte pas. Non, il n'y a pas de micro-parti. Non, et au mouvement démocrate, il n'y en a aucun. Alors peut-être chez ceux dont vous avez parlé tout à l'heure, il peut y en avoir. Mais donc je pense qu'il faut supprimer ces 450 micro-partis, je veux dire, renforcer les règles qui font que, au fond, on ne peut pas détourner l'esprit de la loi sur le financement des partis politiques. On sait très bien qu'il y a des partis politiques qui concourent à l'expression, bien sûr, des citoyens, que c'est constitutionnel, et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un dévoiement de cela. Je vous ai donné 2 exemples, je pourrais sûrement vous en donner d'autres. Voilà, je crois qu'il faut mettre notre vie publique aux normes. Vous savez, moi j'ai toujours en tête une phrase de Jean Monnet que je trouve tout à fait juste. Il dit « Les hommes sont ce qu'ils sont, et ils sont quelquefois faibles. Et à cause de cela, il faut de très bonnes institutions pour empêcher cette faiblesse humaine. Et donc je pense que si nous avons cette loi de moralisation, de confiance dans notre vie, pour retrouver confiance dans notre vie publique, de normalisation, c'est effectivement une bonne chose. Vous parlez de bonnes institutions, justement. La moralisation, ce n'est pas tout à fait la même chose que la réforme des institutions, qui était un de vos chevaux de bataille depuis longtemps au MoDem. Ça veut dire que la dose de proportionnel, la réduction du nombre de parlementaires, vous y avez renoncé, ça ?
Moi, je n'ai absolument pas renoncé, pour ma part, à l'idée de défendre qu'il faut, oui, une réduction des parlementaires, et que, deuxièmement, il faut bien que le pluralisme trouve son expression. Mais bon, dans cette loi qui va être présentée... qui a été présenté tout à l'heure, d'ailleurs, par le garde des Sceaux, vous voyez bien qu'on a davantage cet aspect de normalisation sur toutes les grandes questions qui règnent notre vie publique. Ça ne clôt pas le débat, parce que d'abord, ensuite, le débat, il va aller au Parlement. Et au fond, le Parlement, il a une capacité à parler, défendre des thèses, défendre des positions. En tous les cas, pour ma part, je pense que la question de la diminution du nombre de parlementaires est posée. Ça fait très longtemps qu'au mouvement démocrate, nous disons qu'il faut grosso modo arriver à 400 députés et diminuer également le nombre de sénateurs. Je pense que c'est très important et qu'au fond, ça renforcerait leur pouvoir et que si on a un Parlement dans lequel il y a une forme de codécision qui s'exprime, dans lequel le débat démocratique prenne tout son sens, c'est bien. Mais pour que le débat démocratique prenne tout son sens dans un Parlement idéal, je crois qu'il faudra de la proportionnelle. Il y a des gens que je combats. On parlait tout à l'heure du Front National et de Mme Le Pen. Je les combats. Mais pour autant, quand vous représentez un électorat, est-ce que c'est normal de ne pas être présent et représenté à l'Assemblée nationale? La réponse est non. Alors, ils le sont au Parlement européen. Ça a permis d'ailleurs au Parlement européen de se saisir la justice. Ça fait lien avec le chapitre précédent. Donc, il faut faire attention quand on est élu du Front national, à bien faire son boulot. Mais au fond, il n'y a pas de raison à ce que les différents courants de la société française ne soient pas représentés à l'Assemblée. Et à ce moment-là, on aurait un vrai débat démocratique. Et à ce moment-là, les Français auraient ce sentiment qu'ils n'ont pas toujours aujourd'hui, d'être vraiment représentés par leur Parlement, que leur Parlement, il leur ressemble. Louis Dauphren veut vers être quel représenté. objectif veut-on tendre avec cette moralisation publique? Parce qu'il y a des pays qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs dans l'Europe. Je prends l'exemple de la Suisse, les pays scandinaves, oui, mais qui est dans l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. Ils sont sur notre continent. Il y a à la fois du point de vue du train de vie et de l'éthique personnelle, un niveau d'exigence qui est bien supérieur au nôtre. Le train de vie d'un parlementaire européen est quand même très élevé. L'éthique personnelle chez nous est quand même bien moindre. Je ne peux pas laisser passer ce genre de phrase, parce que là aussi, c'est un danger pour la démocratie. Il n'y a pas de train de vie d'un parlementaire européen. Il y a un train de vie quand même. Il y a une rémunération salariale d'un député européen qui est à la moyenne européenne et qui est exactement la même rémunération, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, d'un député national français. Voilà, je ferme cette parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Mais est-ce qu'on veut, par exemple, que les ministres aillent à pied, ce que font les ministres, je sais pas. Moi, je vais souvent à pied parce que j'aime beaucoup marcher. Par exemple, est-ce qu'on veut tendre vers Et je continue de le faire. Alors, est-ce que la normalisation, c'est de tendre vers ce type de la normalisation démocratique? Non, mais c'est une bonne question. La normalisation. Auquel cas, vous auriez démissionné depuis longtemps. Je crois. Pardon. Auquel cas, vous auriez démissionné depuis longtemps si on avait été au Japon, au Danemark, en Suède. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais Non, je vous demande juste. Le moindre soupçon. Qu'est-ce qui vous permet de faire le procureur sur quel sujet, sur quel thème? Au Japon, par exemple, vous démissionnez tout de suite, au moindre soupçon. Tout de suite, quand? Qu'est-ce qu'il y a eu me concernant? Le moindre soupçon dans la presse, vous démissionnez. Il n'y a absolument aucun soupçon. J'apporte aujourd'hui, il y a 200 preuves données au procureur. Si vous voulez, je vous en donnerai. Je ne dis pas qu'il faut que vous le fassiez, je dis qu'il y a des États où on le fait plus facilement qu'ici. Je vous en donnerai volontiers lecture. Et puis comme ça, vous pourrez peut-être retirer la phrase que vous avez prononcée. Ce qui serait pas mal que quelquefois les journalistes assument une part de responsabilité dans leurs propos. Ce serait une bonne chose. Mon but, c'est pas de polémiquer, je dis simplement qu'il y a des... Si, visiblement, c'est votre objet. Je vous assure, il y a simplement des États simplement, si je pouvais répondre à votre question en essayant de... C'était parti de la marche à pied. Si je peux répondre à votre question... D'abord, on démissionne quand on fait des choses qui sont effectivement ni légales ni morales, ce qui n'est pas mon cas. D'accord ? Voilà. Moi, j'ai une éthique personnelle importante. Je crois que les gens qui me connaissent le savent, et je crois que ceux avec qui j'ai travaillé au Parlement européen le savent. Et tout ça sera prouvé et démontré. Et donc, je crois qu'il faut faire attention aux propos que vous tenez. Ça, c'est le premier point. Je veux répondre sur pourquoi les ministres de la République française ne marchent pas tous à pied en laissant leur voiture. C'est vrai qu'on a en France, au fond, mais c'est le régime présidentiel, c'est la présidentialisation de la Ve République. C'est une sorte de, quelquefois on dit de monarchie républicaine, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est assez particulier à la France parce que nous avons un président de la République élu au suffrage universel. Moi, je suis plus proche, je me sens, plus proche des démocraties, par exemple, scandinaves, qui sont peut-être plus simples dans le rapport au pouvoir. Moi, par exemple, je n'aime pas le pouvoir pour le pouvoir, ni pour ses attributs, ni pour ses apparences. Est-ce que vous voulez tendre vers ça m'est totalement, à moi, indifférent. Et je trouve que plus on tendrait vers ça, mieux ce serait. Parce qu'au fond, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est le pouvoir de faire des choses. C'est pas le pouvoir pour le pouvoir, me semble-t-il. Et donc, quelquefois, il y a peut-être trop d'énergie qui s'en va
uniquement dans les apparences du pouvoir et peut-être moins dans faire les choses. Et alors, c'est peut-être parce que je suis aussi une femme et que j'aime faire les choses plus tôt que les apparences, que je trouve que si on peut un peu évoluer vers ces monarchies, j'allais dire, vers ces pays, par exemple, de l'Europe du Nord, où la pratique du pouvoir n'est pas la même, pour moi, ce serait une bonne chose. Juste une chose très rapide. Un ministre des Transports au Japon, c'est juste un exemple. Quand il y a un retard dans un train au Japon, il démissionne. Un ministre des Transports, voilà. Il y a un alors retard là, je vais vous dire, en démissionne. France, ce serait un problème, hein. Parce que comme des retards dans les transports, il y en a chaque minute, chaque heure, on va dire que tous les exemples ne sont pas forcément bons à suivre. Peut-être qu'au Japon, il n'y a jamais de train en retard, ou alors une fois tous les 10 ans. Mais chez nous, si vous prenez votre RER ou la ligne 13 tous les matins, ça peut poser problème. Et on espère qu'au Japon, ils ne se font pas harakiri, ce qui compliquerait sensiblement la vie politique. Alors, on arrive au terme de cette première partie de Face aux chrétiens. On a pu aborder un certain nombre de questions. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Marielle de Sarnez, notamment sur l'Europe et sur la vie internationale, puisque je rappelle que vous êtes ministre des Affaires européennes. À tout de suite pour la suite de Face aux chrétiens. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes et candidate aux élections législatives à Paris. Elle est interrogée par Laurent Boissieu pour La Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Louis Dauphren qui pose la première question. Alors à Paris, il n'y a pas l'obstacle Front National. Sur quoi va se faire le choix des électeurs dans une campagne où il y a énormément de candidats par circonscription parfois ? On a du mal à comprendre pourquoi. Marielle de Sarnez, vous avez une vingtaine de candidats dans votre circonscription. Oui, je crois que c'est le cas de toutes les circonscriptions. Voilà, mais moi, je crois beaucoup que depuis, on va dire, l'inversion du calendrier, c'est-à-dire au fond le fait que les législatives suivent immédiatement maintenant l'élection présidentielle, la logique qui l'emporte, mais largement, c'est la logique politique nationale. Et au fond, ce qui va l'emporter, et je le vois parce que je vais sur le terrain, dans la journée je suis ministre, et le soir à partir de 19h, 19h30, je suis sur le terrain, le week-end et les jours fériés. Au fond, qu'est-ce que nous disent les gens quand on les croise dans la rue ? D'abord, ils sont assez sympas. Et ensuite, ils nous disent il faut donner sa chance à Emmanuel Macron. Il faut lui donner une majorité. Il faut qu'il réussisse. C'est ce que vous entendez aussi chez vous, dans votre circonscription ? C'est ce que j'entends dans ma circonscription, tous les jours, tous les soirs. Et donc, au fond, c'est ça qu'on entend dans toute la France, parce que j'en ai parlé avec d'autres. Et c'est exactement le même message. Donc, c'est ça qui va se passer aux élections législatives. Et c'est pourquoi je suis confiante. Je pense qu'Emmanuel Macron aura une majorité large, centrale, qu'on pourra enfin faire des réformes, qu'on pourra enfin redresser le pays, qu'on pourra enfin, au fond, restaurer la confiance, qu'on pourra enfin avancer en Europe, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et donc c'est ça, c'est l'enjeu national qui l'emporte surtout. Les gens voient bien que on est allé très vite après le lendemain des présidentielles, mais quand même, ce qu'Emmanuel Macron a réussi à faire est quelque chose d'incroyable. Cette élection présidentielle, elle a tourné une page sur des décennies de vie politique. C'est la première fois qu'on a les deux partis qui ont gouverné alternativement le pays pendant des décennies. C'est ce dont vous avez toujours rêvé. rêvé. D'une façon absolument formidable, absent au deuxième tour. Votre rêve s'est réalisé. Ce pourquoi nous avons toujours œuvré, agi. Et donc je suis extrêmement heureuse de cela. C'est une page nouvelle qui s'ouvre. Je crois que les Français en avaient vraiment envie. Et il y a quelque chose comme, dans ce que je vois, avec qui je parle, comme d'un espoir. Ils savent que tout ça n'est pas facile. Ils savent qu'on ne peut pas tout régler du jour au lendemain. Mais ils veulent lui donner sa chance parce qu'ils pensent qu'au fond, voilà, ce quinquennat, c'est peut-être le moment où on a une obligation de réussir. Et que peut-être là, ça peut se faire avec ce nouveau jeune président dont la France s'est dotée. Laurent Boissieu, La Croix. Attendez-vous, espérez-vous peut-être même, qu'après les élections législatives, la majorité, qui sera la majorité parlementaire, s'ouvre davantage. Aujourd'hui, c'est En Marche, le MoDem, quelques ralliements venant de la droite, mais s'ouvre davantage, notamment je pense à l'UDI, vos anciens amis qui étaient à l'UDF avec vous autrefois. Écoutez, moi je crois que l'élection législative, elle doit, je l'espère, je le souhaite et je pense que ça se passera comme ça, donner une majorité au président pour qu'il puisse agir. Ça, c'est extrêmement important, parce que l'empêcher d'agir, évidemment, ce serait pas le message volontariste, optimiste de confiance dont la France a besoin. Il faut qu'il puisse agir. Pour avoir une capacité à agir, il faut avoir une majorité large. À mon avis, il va l'avoir. Une fois que vous avez cette majorité large, je pense qu'il faudra créer de nouvelles relations de travail, de coopération et d'entente avec les courants qui seront représentés à l'Assemblée nationale et qui regarderont, on va dire, d'un œil plutôt constructif
l'action de ce gouvernement et de ce président. Ça fait partie, il y a l'UDI, il y a certains républicains, il y aura peut-être certains sociodémocrates réformateurs, qu'on ait une ambiance non plus de guerre civile à l'Assemblée nationale, bloc contre bloc, mais que ce bloc ayant été au fond fracturé et ayant cette majorité large et centrale, on soit en capacité de travailler avec les uns et les autres dans un climat, dans un état d'esprit de coopération, ce qui n'est pas le cas au fond de ce qu'on a fait en France. Déjà, ça, quel peut être le rôle mais du je pense MoDem? que ça sera très intéressant de le faire de cette façon-là, mais je prends les étapes les unes après les autres. D'abord, il faut donner une majorité la plus large possible, centrale, au nouveau président de la République. Romain Masneau, RCF. Est-ce que Emmanuel Macron a eu raison de demander à ses ministres candidats aux législatives de démissionner s'ils sont battus aux élections? Et comment se passe la campagne chez vous dans le 14e arrondissement de Paris? Dans le 14e et le 6e, parce que le quartier Notre-Dame-des-Champs fait partie de la circonscription dans laquelle je suis candidate, Plaisance, Pernetti, Alésia, Notre-Dame-des-Champs. Vous êtes donc face à Pascal Cherki voilà, pour le Parti socialiste. Il y a un sortant qui est Pascal Cherki, qui a été frondeur de chez Frondeur tout le quinquennat. Tout le quinquennat. Très loin compatible avec la tout le majorité. tout le quinquennat de Hollande. Moi, j'ai tout à fait bon espoir. Ce que les gens me disent dans le 14e, c'est que eux, ils ont envie d'un double changement, au fond. Ils ont envie d'un changement au plan national pour donner cette majorité nouvelle, et ils ont envie aussi d'un changement dans leur arrondissement ou dans leur quartier. Et je trouve que tout ça est assez sain, c'est démocratique. Moi, je suis très confiante. Et si vous êtes battu? Ah ben si jamais je suis battue, je démissionne, mais illico. Ça pour vous, voilà. il n'y a pas de... Ben oui, ben bien sûr. Ça ne vous paraît pas injuste? Non. Ça vous paraît sain? Je vais vous dire, j'ai pris un risque. J'aurais pu ne pas être candidate, j'aurais pu rester tranquillement. J'étais ministre, très heureuse d'être en charge des questions européennes, engagée sur ces questions européennes depuis très longtemps. J'ai envie de réconcilier les Français avec cette idée ou même cet idéal européen. Mais en même temps, il y a une règle. Je la connaissais et je la respecterai, évidemment. C'est bien dans la vie de prendre des risques. Il n'y a pas de raison que nous, on n'en prenne pas non plus. Donc vous êtes prête à le prendre. Laurent Boissier, mais je ferai tout pour être élue, si vous m'en voulez pas. On peut l'espérer pour vous. Voilà. Laurent non, je l'espère parce qu'il faut une majorité pour le pays. Vous avez rappelé que vous êtes ministre des Affaires européennes. C'est un combat depuis toujours du MoDem, en effet, de votre parti. Emmanuel Macron vous rejoint sur ce point-là. Est-ce que, justement... disons qu'il était européen avant même que nous décidions de faire cette alliance. Oui, quand même. Mais quelle est aujourd'hui, pour vous en tant que ministre, votre priorité au niveau européen? Est-ce que la priorité, c'est au niveau européen, en effet, c'est de pas réconcilier les Français avec l'Union européenne, d'abord? Moi, ma priorité, on dit qu'un Français sur deux est opposé. Oui, on a vu dans le débat avant le premier tour des présidentielles, où on avait 11 candidats, et quand même, tous vos collègues journalistes européens ont été absolument stupéfaits de voir qu'il y en avait 10 sur 11 qui étaient plutôt, alors pour les uns souverainistes, pour les autres eurosceptiques, pour les autres alors, europhobes. Comment vous allez réconcilier? Et qu'il n'y en avait qu'un. Il faut réconcilier les Français avec cette idée, parce qu'au fond, on voit bien que dans le monde qui nous entoure, nous avons vitalement, on va peut-être parler de Trump, de Poutine dans quelques minutes, on a vitalement besoin d'une Europe qui soit autonome, d'une Europe qui garantisse, qui s'organise et qui garantisse sa propre sécurité. On a besoin d'une Europe forte, une Europe qui pèse, d'une Europe politique. Pour ça, il faut qu'elle soit démocratique, il faut que les citoyens s'y retrouvent. Et pour qu'ils s'y retrouvent, bien, il faut que cette Europe les protège. Il faut qu'elle porte un certain nombre de changements. Je crois qu'elle doit se détechnocratiser, si je peux me permettre. Détechnocratiser. Oui. Quelquefois, on est... moi, j'aime beaucoup la Commission, tout ça, Bruxelles, c'est très bien. Je connais bien tout ça. Mais en même temps, il faut refaire de la politique en Europe. Moins de technocratie, plus de politique, plus d'engagement des chefs d'État et de gouvernement. Pour la première fois depuis longtemps, je pense, nous avons eu un candidat qui a fait campagne en étant élu ensuite, en mettant l'Europe au cœur de sa campagne. Dans ces meetings, il y avait des drapeaux français et des drapeaux européens. Écoutez, je vais vous dire, ça fait du bien pour tous ceux qui savent que l'Europe, c'est absolument indispensable. Mais le fait qu'il y ait ce président élu, à partir du moment où, et c'est son agenda, c'est sa volonté, les réformes vont être conduites en France. C'est-à-dire que la France va être de retour, elle va se renforcer, elle va faire les réformes nécessaires. La confiance dans l'Europe et les réformes en France. Mais c'est vital. Si la France n'est pas forte, elle ne peut pas être entendue en Europe. Elle ne peut pas avoir de poids. Elle ne peut pas se faire respecter dans le franco-allemand qui est absolument indispensable. Donc on a 2 points sur notre agenda. Un, que la France se réforme
qu'elle se redresse, qu'elle fasse enfin, qu'elle porte, qu'elle assume. Elle pourra le faire parce qu'elle aura une majorité large au Parlement, les réformes qui sont absolument nécessaires pour plus de souplesse pour les entreprises, pour une meilleure création d'emplois, plus de protection pour les salariés dans la vie et plus de formation pour ceux qui en ont davantage besoin que d'autres. Toutes ces réformes qui sont en chantier aujourd'hui, c'est vital. À partir de ce moment-là, on a à nouveau une voix qui existe, on a à nouveau une voix qui compte et qui pèse en Europe. Et donc, c'est mon espoir de pouvoir faire bouger un certain nombre de dossiers. C'est la question de la directive des travailleurs détachés, on va les prendre un par c'est un, la peut-être. question de la protection de l'Europe. Ce sont toutes les questions, au fond, nous devons porter, nous, la France, un agenda de protection pour l'Union européenne. Vous insistez sur ce mot protection. Oui, oui. Louis Que Dauphren. pensez-vous du siège de l'OTAN Radio absolument Notre-Dame. somptueux, inauguré récemment? Je Parce pense que- que ce sont des dépenses qui me semblent faramineuses. Voilà ce que je pense. Je ne le dis pas comme Mais qu'est-ce que ça ministre, dit de la parce que politique, Ce n'est pas en de fait mon domaine, mais ce n'est pas moi qui le décide. Je ne gère pas l'OTAN. Vous ne gérez pas l'OTAN. Et C'est nous vrai. non plus. Donc, ce sont des décisions comme ça. Je pense qu'il y a besoin de sobriété dans la vie publique et dans la vie politique. Et qu'on ne peut pas demander des efforts à un certain nombre de peuples. Je pense par exemple aux efforts qu'on a demandés à la Grèce et en même temps voir un ruissellement d'argent. Je veux dire que tout ceci a quelque chose, je pense, de l'indécence. Là-dessus, vous êtes presque d'accord avec Trump. Écoutez, vraiment, ce serait, je crois, Oui. peut-être un des seuls points. Hein. D'accord. Romain Masneau, RCF. On parlait de l'OTAN à l'instant. Sur l'Europe de la défense, est-ce qu'il est encore temps de faire émerger une Europe de la défense avec le Brexit, alors que les Britanniques s'apprêtent à quitter l'Union européenne? Mais je Alors. vais vous dire, de toute façon, il va falloir le faire. Vous savez, cette phrase Ariel de qu'Angela Sarnez. Merkel a prononcée, Voilà. ce qui est On ne un peut plus changement, compter que sur nous-mêmes. en disant, Oui. mais moi je pense ça depuis très longtemps. Alors, Oui. mais pour eux, c'est un changement. Ils ont le sentiment qu'effectivement, là, on a un problème ponctuel avec les alliés, comme elle le dit. Je rappelle que la chancelière Merkel a expliqué les temps où l'on pouvait se reposer sur d'autres sont révolus. Moi, j'ai toujours pensé que les temps étaient à conduire notre propre destin. J'ai toujours pensé que c'était ça la force de l'idée Alors, européenne. qui va Et donc, faire- je pense qui va faire la défense profondément Quitter l'OTAN que nous sommes historiquement Ouais. dans un moment où l'Union va se reconstruire, où l'Union va trouver une nouvelle dynamique, l'Union européenne, parce que ça répond aux nécessités du temps. Et oui, il faudra aller vers une Europe de la défense, bien évidemment, il faudra aller vers une mutualisation de nos industries en matière d'armement. On a une perte de capacité extrêmement très importante. Avec qui l'Europe de la défense? On a une perte budgétaire parce que nous dupliquons plusieurs opérations dans plusieurs pays, donc on voit bien qu'il faut mutualiser. Il faudra que nous conservions, malgré le Brexit, une relation serrée avec la Grande-Bretagne sur les questions de sécurité. On l'a vu avec l'attentat de Manchester. Qui pourrait imaginer que demain, même une fois le Brexit acté, c'est-à-dire la séparation actée, il n'y ait pas une continuation dans notre relation sur les questions de sécurité, de terrorisme et de défense, par exemple. C'est absolument évident et c'est obligatoire. En même temps, ça veut dire qu'il y a des pays comme l'Allemagne avec lesquels nous devons davantage travailler et avancer sur ces questions de défense, et Alors, peut-être d'autres pays en Europe, l'Italie, l'Espagne, peut-être même la Pologne. Comment est-ce que vous faites payer les Allemands sur l'effort de défense, eux qui ont toujours refusé, et eux qui sont Mais je sous crois le que parapluie si- américain Vous Vous aujourd'hui? avez raison, parce que si on prend la question par ce bout-là, on n'arrivera jamais à rien. Si on dit il faut que vous payiez, on n'arrivera voilà. jamais à rien. Simplement, si on regarde les enjeux, on regarde les objectifs, si on regarde aussi, quand la France intervient au Mali, c'est une Ça coûte décision très cher. française. Oui, mais c'est. Alors. Oui, mais. Il y a aussi un, qu'on doit être les seuls à intérêt, payer, il y a c'est un ça la avantage, question. pardon. Oui. C'est quand nous décidons, nous ne demandons pas aux 27 de décider avec nous, ou aux 28 à C'est la l'époque. question derrière la Nous défense. le décidons. C'est la diplomatie. Alors. La défense, c'est quand même une arme Et moi, au je service de la suis, diplomatie. Oui. pour conserver cette capacité que nous, la France, D'initiative. avons. Mais c'est très important à prendre à 13h52, s'il le faut, la décision d'intervenir au Mali sans éventuellement remettre ça dans Alors, d'autres types de cadeaux. l'Europe de la donc, défense. nous devons conserver cette indépendance-là parce qu'elle est très importante, substantiellement importante. D'ailleurs, la France, une fois que le Brexit sera prononcé, sera le seul membre du Conseil de sécurité permanent à avoir la dissuasion nucléaire. Ceci nous confère une responsabilité. Donc, conserver cette capacité à agir, c'est très important. Et en même temps, quand nous sommes au Sahel, quand nous sommes au Mali, nous savons que nous le faisons pour toute l'Europe. Nous Voilà. savons que nous le faisons pour Ça la profite à tout le monde. sécurité du continent européen. Donc, il faut
voilà, mettre en place une solidarité. Tout ceci, nous allons en parler dans les mois qui viennent. Nous allons en parler dans les mois qui viennent. Ça fera l'objet, il y aura un sommet franco-allemand au mois de juillet qui se déroulera à Paris. Cela sera un des points à l'ordre du jour de ce sommet. Payer, c'est forcément vouloir être décisionnaire. Donc s'il y a une participation d'autres pays à une défense je pense qu'il faut conserver une capacité pour la France à être décisionnaire, parce que c'est un point très positif pour la France, et qu'en même temps, il faut évidemment avoir l'élaboration et avancer vers une défense. Oui, mais c'est intéressant de voir. Il faut faire les deux en même temps, comme dirait le président Emmanuel Macron. Il fallait le dire, vous l'avez dit. Faire payer les parachutes par les Allemands. RCF. Plus de 10 000 migrants ont été secourus en Méditerranée la semaine dernière. Plusieurs sont morts, portés disparus, nombreux. Et voilà, quelle politique on doit adopter? Est-ce qu'on ne peut pas faire davantage pour accueillir les migrants comme l'ont fait la Suède, l'Allemagne, ou est-ce que le contexte et le contrôle social, des frontières extérieures, voilà, Frontex qui a un budget quasi l'Europe face aux migrants, on fait quoi, Marielle? Alors d'abord là, dans ce cas précis, il y a beaucoup de réfugiés politiques aussi dans ce cas précis. Donc l'Europe vis-à-vis des réfugiés, d'ailleurs, comme tous les pays de la communauté internationale, elle a des obligations et elle doit les remplir. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on a besoin d'une solidarité européenne parce qu'il se trouve que la géographie a placé la Grèce et l'Italie où elles sont placées, mais qu'au fond, ceux qui arrivent dans ces pays-là, évidemment, ils viennent rejoindre le continent européen. Donc il faut qu'on ait une politique européenne de l'asile. Je dis cela parce que là, la France aura son travail à faire. Il y a des pays où quand un demandeur d'asile arrive, on va revenir ensuite au pays d'où viennent, au pays d'origine, parce que je pense que c'est très très important d'y revenir, mais quand quelqu'un est entré sur le territoire et qu'il fait sa demande d'asile, dans certains pays, au bout de 2 mois ou 3 mois, on lui répond oui ou non, et non, on peut le renvoyer dans son pays si son pays est considéré, entre guillemets, comme pays sûr, je vais y revenir. Et chez nous, ça peut durer, avec les recours, 2 ans ou 3 ans. Et donc, au bout de 3 années, quand quelqu'un attend la réponse pour son droit d'asile, la reconduite à la frontière, elle est d'autant plus compliquée. Donc, vous êtes obligé d'avoir, en France, au fond, de se mettre un peu là aussi aux normes européennes, de tout faire pour que la prise en compte de la demande d'asile et la réponse soit, au fond, le plus rapide possible. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, il faut harmoniser, au fond, ces réponses sur la demande et sur les demandeurs d'asile en Europe, qu'il n'y ait pas des pays qui aillent plus ou moins vite. Je pense qu'il faut qu'on ait tous à peu près une réponse dans les mêmes délais, dans les 6 mois. En tous les cas, dans les 6 mois, c'est pour la longueur d'attente pour le demandeur d'asile. Ce sont des réformes complexes. Les pays sont prêts à ça. Qu'il faudra faire. Le ministère de l'Intérieur en France et le ministère de la Justice vont regarder ces questions-là, mais ce sont des questions extrêmement importantes. Deuxième question extrêmement importante, nous devons avoir des frontières gardées, surveillées, garanties. Il n'y a aucune raison de l'Europe. Il n'y a aucune raison que l'Europe n'ait pas, comme ont les États-Unis, des frontières qui sont contrôlées, où on contrôle. Et pourquoi c'est pas le cas aujourd'hui? Avec des murs comme c'est le cas, mais voilà, il manque d'hommes. Nous, un des engagements du président Emmanuel Macron, c'est de remettre des hommes et des femmes, d'ailleurs, dans la surveillance de ces frontières. Il faut renforcer Frontex. Il faut renforcer la consultation obligatoire de fichiers, c'est-à-dire que quand on passe la frontière extérieure, on puisse aussi consulter les fichiers. Il faut donc renforcer la coordination entre l'ensemble des polices européennes. Beaucoup a été fait. Ce sont des chantiers considérables. Ne laissons pas entendre que rien n'a été fait. Depuis les attentats, beaucoup a été fait. Tous les précédents ministres ont bien œuvré dans ce sens-là. Il y a une vraie coopération, on va dire, policière. Il y a une vraie coopération en matière de sécurité. Il y a une vraie coopération en matière de renseignement. Schengen n'est pas une passoire, on peut toujours aller plus loin. Mais il ne faut pas que ça soit une passoire. Il faut que les frontières extérieures de Schengen garantissent, au fond, que l'accès est contrôlé, comme le sont d'autres grands pays dans le monde. Et puis, on arrive, je finis juste, on arrive au dernier point, mais qui est un point absolument capital. Il y a des voies d'accès légales pour venir en Europe. Ces voies d'accès légales, c'est très bien, on peut commencer à retravailler, regarder les choses, mais il y a des voies d'accès légales. Mais la question, c'est l'immigration illégale. Donc nous devons travailler avec les pays d'origine. Nous devons travailler avec les pays de transit. Nous devons essayer de régler ces questions le plus en amont possible. Parce que quand ceux qui sont là sont arrivés de façon illégale, toute la durée des papiers, tout le problème de reconduite aux frontières, ces questions-là, il vaudrait mieux qu'elles soient réglées en amont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons avoir, avec les pays d'origine, je pense en particulier à toute l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, nous devons avoir une vraie politique, l'Europe, pas seulement nous, de co-développement,
un vrai partenariat de co-développement. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça, Marielle de Sarnez. Oui, écoutez, moi je pense que toutes ces questions, elles sont sur la table. Non, ce n'est pas un serpent de mer, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Par exemple, il y a eu des choses qui ont été faites avec la Turquie. Hein voilà, avec la Turquie, là, pour l'instant... Elle est dans le chantage. Oui, voilà. Il y a eu des choses qui ont été faites. Alors après, on ne mésestime pas les difficultés. Mais si vous dites, si on passe notre temps à dire c'est trop compliqué, ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Et moi, je ne suis pas pour ne rien faire. Je suis pour qu'on puisse agir. Ok, attendez, on a encore beaucoup de questions à poser. On va mettre un terme à cette deuxième partie. Je rappelle que notre invitée donc, est Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes. On est en plein dans les dossiers européens. Il y en a encore beaucoup à aborder. On va marquer une pause. Vous restez avec nous. À tout de suite. Merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée est Marielle de Sarnez, ministre des Affaires européennes et candidate aux élections législatives à Paris. Elle est interrogée par Laurent de Boissieu pour la Croix, par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Est-ce que, comme ministre des Affaires européennes, vous allez vous battre contre la directive travailleurs détachés qui permet à des entreprises d'Europe centrale, d'Europe de l'Est notamment, de faire du dumping social en France? Nous nous battons. Marielle de Sarnez. Déjà, depuis que ce gouvernement est en place, nous nous battons. C'est un des sujets absolument phares. Nous avons vraiment l'objectif là de mettre en place quelque chose qui encadre tout ce qui ne va pas au fond dans cette directive. De quelle façon on peut encadrer? Il faut supprimer par exemple que les entreprises boîtes à lettres n'existent plus. Je vous donne les objectifs. Le principe même qui est que les cotisations sociales sont payées selon le pays d'origine et pas le pays où la personne travaille, vous le maintenez? Attendez, d'abord la question des charges sociales n'est pas dans la directive, donc on va prendre les questions une par une. Et deuxièmement, j'ai longtemps dit ça, et en même temps, il y a peu de charges sur les bas salaires en France. Donc la différence n'est pas si finalement importante qu'on ne le pense. Donc sur la question de la directive elle-même, nous allons nous battre pour mettre en place des évolutions. C'est pas simple de le faire. Il faut des partenaires, il faut des alliés. Nous, tout le monde a compris que la France était extrêmement allante sur la question. On va essayer d'avancer d'ici la fin de l'année, au fond, sur la question, avec plusieurs principes. Oui, on supprimerait les entreprises boîtes aux lettres, qu'elles ne puissent plus exister. On voit bien ces fausses boîtes qui embauchent, qui en fait n'ont aucune affiliation réelle avec le pays d'origine. Deuxièmement, il faut contenir dans le temps pour que ce soit vraiment du travail temporaire et non pas faussement du travail temporaire. C'est extrêmement important, donc une limite dans le temps. Troisièmement, il faut qu'on puisse appliquer le principe à travail égal, salaire égal. Or, aujourd'hui, on a, sur la part du salaire, très souvent est retenue la part d'hébergement ou la part pour le logement, ce qui fait des salaires beaucoup plus bas, ce qui fait un dumping qui, évidemment, n'est pas bon pour les salariés français auxquels il faut mettre fin. Et enfin, nous devons renforcer les contrôles pour que ces contrôles soient d'abord harmonisés en Europe et qu'ils soient effectifs. Voilà quelques-unes des directions. Je peux vous dire que tout le gouvernement y est engagé, que je suis engagée aussi sur cette question. J'en ai encore parlé avec nos partenaires allemands quand j'étais à Berlin avant-hier, et que nous allons continuer tous ensemble, chacun dans notre secteur, à avancer pour que cette question trouve, je l'espère, des réponses d'ici la fin de l'année. Laurent de Boissieu, la Croix. Vous avez dit vouloir détechnocratiser l'Union européenne. Oui. Concrètement, très concrètement, et notamment sur la gestion de la zone euro, qu'est-ce que vous enlevez à la Commission européenne pour le donner aux chefs d'État et de gouvernement? Oh là là, ça c'est une question. Alors si on part sur la zone euro, moi je veux bien qu'on parte sur la zone euro. Non, mais vous savez faire bref, Marielle de Sarnez. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Moi je pense que... Non, mais c'est... Puisqu'il m'a dit, on a beaucoup de questions, il y a peu de temps. Alors moi je pense que sur la question de la zone euro, au fond, quand on a une monnaie en commun, il faut avoir en commun des politiques. J'ai toujours pensé qu'avoir juste la monnaie dans la poche, mais ne pas avoir un budget, ne pas avoir une politique industrielle commune, ne pas avoir une politique, on va dire, de recherche commune, ne pas avoir une politique économique commune, ne pas avoir une harmonisation fiscale, ne pas avoir une harmonisation sociale, tout ceci n'est pas très efficace. Donc il faut un ministre des Finances. Non, mais ça, vous parlez tout de suite des institutions. Oui. Moi, il y a des gens qui sont pour un ministre des Finances, je veux dire, tout ceci peut se regarder. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait avancer l'Europe. Est-ce qu'on la fait avancer à 27 sur toutes les questions ? Ou est-ce qu'on dit aussi qu'il faut que la zone euro avance sur un certain nombre de domaines, tous ceux que je viens de citer et de noter à l'instant? Vous voyez bien que je pense que si on peut arriver à avancer à 27, c'est bien, mais qu'en même temps, avoir une avant-garde, ça me semble absolument central, et que cette avant-garde mette enfin en place de vraies politiques communes qui apportent un plus. Unique commune. Si on parle de politique fiscale, sociale, si on veut éviter le dumping, il faut qu'il y ait une politique unique et pas commune.
commune, respectée par tous, de vraies politiques communes. Voilà, qu'on ait une politique économique commune, une politique industrielle commune, qu'on mette fin à la différence fiscale. Enfin, vous voyez bien que sur l'impôt sur les sociétés, entre l'Irlande et la France, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors en Irlande, c'est beaucoup trop bas, en France, c'est beaucoup trop haut. Ça tombe bien, Emmanuel Macron a promis de baisser l'impôt sur les sociétés. Il faut qu'on arrive vers un agenda où on va faire converger au fond le social, on va faire converger aussi le fiscal pour aller vers une harmonisation. Alors je le dis, maintenant, ça ne se réalise pas comme ça dans un claquement de doigts. Mais il va falloir convaincre nos partenaires de tout cela. J'ai bon espoir sur tout ça, parce qu'au fond, ce que disait la chancelière, la phrase qu'on a citée tout à l'heure, c'est le moment de faire les choses. Je crois qu'il est inéluctable que l'Europe connaisse des avancées dans les années qui viennent. Et je crois que c'est un moment historique pour nous, et c'est un moment historique pour l'Europe, et nous sommes à ce moment-là, et donc il faut qu'on fasse avancer les choses. C'est notre intention, en tous les cas. Il y a des gens qui vous diront, au regard de l'histoire, finalement, ce qui a fait le progrès de l'Europe, c'est la concurrence entre les nations européennes, finalement, si on regarde notre histoire. Et que si vous créez un espace unique où plus personne n'est concurrent à l'égard du voisin, envers le voisin, finalement, ça va peut-être aboutir à une offre moins disante pour tout le monde. D'abord, il y a toujours de la concurrence, parce que jamais personne n'est les mêmes, vous n'avez pas les mêmes capacités que celui d'à côté, il y a toujours de la concurrence, c'est très bien, et ça c'est sain. En même temps, ce qui n'est pas sain, c'est la concurrence qui est déloyale. Ce qui n'est pas sain, c'est quand vous n'avez pas les mêmes armes pour vous défendre. Ce qui n'est pas sain, c'est quand il y a des panneaux photovoltaïques qui arrivent en Europe, qui sont fabriqués en Chine. Qui sont financés par les Chinois et les puissances chinoises, et qui arrivent chez nous, qui déstabilisent le marché du photovoltaïque, parce que c'est beaucoup moins cher que nos propres panneaux, qui dézinguent notre industrie photovoltaïque. Et voilà, et là, il faut répondre. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'Europe ? Elle avait répondu il y a quelques années, mais elle avait répondu tellement tardivement que, une fois qu'elle avait réagi, il n'y avait quasiment plus d'industrie photovoltaïque. Et donc, on voit bien que, de ce point de vue-là, il faut qu'on mette en place des instruments de défense commerciale, il faut qu'on se protège. On n'a pas, nous, Européens, à être les naïfs, comme on dit souvent sur la planète. Nous avons moins d'armes pour nous protéger, par exemple, que les Américains ou que les autres grands blocs du monde. Il n'y a aucune fatalité à ça. Je suis pour qu'on se protège. C'est pour ça que je parlais d'une Europe qui protège. Il faut qu'on se dote, qu'on soit, on va dire, à concurrence égale, qu'on joue à la loyale. Non, c'est pas un mot que j'aime, ça, parce qu'on ne va pas se protéger du monde. Vous pouvez pas le monde, mais c'est la réalité. Non, pas du tout. Le monde, il est ouvert, et c'est bien comme ça. Et heureusement que les biens, les services, et qu'on peut commercer. Mais il faut être à armes égales. C'est ce que disent les protectionnistes. Quand les États-Unis mettent des droits anti-dumping de 200%, au moment où l'Europe, elle, en met des droits anti-dumping de 20%, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Je suis pour mettre fin à ce déséquilibre. Et où est-ce que la décision se prend ? C'est au niveau de la Commission ? Où est-ce que ça doit être vous dites qu'il y a une réaction trop tardive. Qui en fait est responsable de cette réaction tardive ? Le Conseil, tout le monde, ça prend du temps, ces choses se mettent dans un tuyau. Donc il faut qu'on ait une réforme de nos instruments de défense commerciaux qui justement les rendent plus réactifs, plus rapides. Et que ça agisse plus vite. Mais oui, on est en train de les réformer là. Donc on est déjà un vrai gouvernement, un vrai ministre européen qui se charge de ça. On est sur la bonne voie pour les instruments de défense commerciaux et pour apporter ça sur la table. Peut-être justement parce qu'il n'y a pas un vrai gouvernement européen, un vrai État européen. Oui, mais du coup, il y aurait une personne qui gère. Il n'y a pas un État européen. Il y a la décision librement consentie de peuples européens de se doter d'un destin et d'un avenir commun. C'est l'originalité du projet européen. Donc la précision est forcément longue. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est plus compliqué pour la décision. Ce n'est pas un chef, et heureusement pour tout le monde. Il y a 28 États, il y en aura 27 demain avec le Brexit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le saut fédéral direct ? Moi, je ne suis pas... Dans ce cas, on se dit, il y a une personne le mot fédéral, il me dérange. C'est un mot dans lequel je ne me retrouve pas. Je suis profondément européenne. Le mot fédéral, il a deux sens. En Allemagne, il a un sens qui est exactement le contraire du sens auquel qu'on donne généralement à ce mot. Ça veut dire subsidiarité, c'est-à-dire ça veut dire c'est les Länders qui ont le pouvoir et qui peuvent exercer au niveau des Länders des choses. C'est fédéralisme. Et en France, le fédéralisme, c'est tous les pouvoirs à Bruxelles. C'est comme ça que c'est vu. C'est donc un mot que moi, je récuse. Pourtant, le fédéralisme, c'est la démocratie. Je vous le dis, je suis pleinement européenne, mais moi, je veux une Europe qui marche, je veux une Europe qui décide, et je veux surtout que la France, les Français, retrouvent une intimité avec l'Europe. L'Europe, c'est pas une affaire. Ce n'est pas une question d'affaires étrangères. L'Europe, c'est nous. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous essaierons d'agir. Romain Masneau, RCF. Oui, Donald Trump, alors où nous enregistrons cette émission, n'a pas encore annoncé si les États-Unis quittaient il n'est pas chaud bouillant. Voilà, on se doute qu'il va annoncer que les États-Unis sortent de l'accord de Paris sur le climat. Est-ce que c'est un coup fatal porté à l'accord de Paris pour vous ? D'abord,
j'espère que les États-Unis resteront dans le cadre de l'accord climat. C'est d'ailleurs, par ailleurs, un traité international. Et les États-Unis se sont engagés à le faire ratifier. Donc ça va poser des questions juridiques, politiques. J'espère que les États-Unis vont rester parce qu'un grand pays comme les États-Unis, un grand peuple qui a une grande histoire, se désintéresser de l'avenir de la planète, il y a quelque chose pour moi, qui ne va pas. Donc jusqu'au bout du bout, j'espère qu'il va rester dans le cadre de l'accord climat. Si c'était le cas, eh bien, il faudra assumer nos responsabilités. Il faudra que les 195 autres pays décident évidemment et continuent de vouloir appliquer cet accord. Il y a d'ailleurs un sommet en ce moment, aujourd'hui et demain, Union européenne-Chine, pour donner un exemple. Et ils se sont exprimés dans ce sens-là. Et ça veut dire que pour nous, Européens, il y aura une exigence supplémentaire. Nous devons, par exemple, devenir les leaders mondiaux en matière de production d'énergie renouvelable. Je dis bien leaders mondiaux. Ça, c'est un challenge. Vous parlez de l'Europe, là, pas de la France. Oui, de l'Europe. Et pour ça, il va falloir que la France se mette aussi bien au niveau et rattrape quelquefois un retard qu'elle a sur certaines questions. Mais la trajectoire est inscrite comme ça et ça va plutôt dans le bon sens. Nous pouvons devenir demain leaders mondiaux en termes d'énergie renouvelable. 40% aujourd'hui des brevets sur ces questions d'énergie renouvelable, ce sont des brevets d'entreprises européennes. Donc c'est un gap qui est devant nous, c'est un défi formidable. Et je disais un mot des États-Unis tout à l'heure. Ce qui, moi, me sidère, c'est que dans la décision de Trump, peut-être il fait plaisir à quelques-uns de ses amis, au charbon, il fait au charbon, gaz de schiste, au pétrole. C'est du super court terme. Derrière, ça veut dire qu'il renonce à ce que les États-Unis deviennent leaders en matière d'énergie renouvelable dans le monde. Du coup, c'est une chance pour l'Europe. C'est ce que je vous dis. Voilà. Donc moi, j'espère qu'il reste. La faiblesse américaine, finalement. Mais qu'il reste ou qu'il ne reste pas, de toute façon, nous devrions devenir ces leaders dans le monde en matière d'énergie renouvelable. Toute dernière question de Laurent de Boissieu-Lacroix. C'est une question qui peut être vaste, mais vous allez... Il nous reste 3 minutes. Comment qualifieriez-vous en quelques mots que devraient être les relations entre l'Union européenne, ou la France, et la Russie ? Méfiance, partenariat. D'abord, j'ai trouvé ça très bien. Je trouve que toute la séquence internationale récente d'Emmanuel Macron est vraiment une très bonne séquence. D'ailleurs, sur le terrain, les gens me le disent. Ils sont fiers d'avoir retrouvé comme ça un président qui est dans une séquence et qu'il considère comme portant bien et portant bien la défense de nos intérêts et les principes qui sont les nôtres. Donc, il s'y retrouve très très bien. Est-ce qu'il faut parler avec Vladimir Poutine? La réponse est oui. Je pense que c'était bien de faire ce sommet au Trianon. Est-ce que nous sommes d'accord sur tout? La réponse est non. Est-ce que nous avons des différends? Oui. Est-ce qu'il faut en parler? Oui. Il a parlé des différends sur l'Ukraine. Il a parlé des différends que nous avons sur la Syrie. Après, au plus on peut rapprocher les choses, je pense par exemple à la Syrie, on a quand même tous la même obligation dans le monde. Nous devons en finir, éradiquer Daesh. Éradiquer la barbarie du terrorisme en Daesh. Simplement, moi je crois que pour l'éradiquer, il faut en même temps travailler à restabiliser la Syrie et qu'on ne peut pas déconnecter les deux et que pour restabiliser la Syrie, il faut avoir des issues politiques. Sans doute, il ne faut pas détruire l'État syrien, comme on a vu la destruction de l'État en Irak, on a bien vu d'ailleurs ce que ça donnait. Mais en même temps, il faut qu'une transition politique soit possible. Tout ce qui déstabilise la Syrie, ça nourrit aussi une part du terrorisme. Juste un mot sur la Russie. Mais si on peut faire converger les orientations des uns et des autres, mais il y a une ligne rouge que la France a fixée, oui. C'est la question des armes chimiques. Et de ce point de vue-là, le président français a eu évidemment Juste une 1000 précision fois sur raison. la Russie. Et c'est aussi la question de l'accès humanitaire à laquelle moi je suis très sensible. C'est très important. Je reviens en 30 secondes sur la question de Laurent de Boissieu. La Russie, faut-il maintenir les sanctions? Mais les sanctions ne sont pas une fin en soi. Les sanctions, elles existent parce qu'il y a eu de la part de la Russie une illégalité constatée. Donc si la Russie, demain, et l'Ukraine d'ailleurs, qui doivent se parler, respectent les accords de Minsk, à ce moment-là, les sanctions, on peut les regarder. Mais les sanctions, elles découlent du fait que ces accords ne sont pas respectés. Donc il faut maintenant que les parties prenantes à l'accord respectent l'accord. Très bien, merci beaucoup à vous, Marielle de Sarnez. Je rappelle que vous êtes donc ministre des Affaires européennes et vous allez nous quitter pour mener campagne pour l'élection législative. Dans quelques heures encore ministre. Vous voyez, c'est 19h30 le soir. L'élection législative, donc, dans le 14e et le 6e arrondissement de la capitale. Notre invité la semaine prochaine sera Julien Drey, porte-parole pour le Parti socialiste à l'occasion des élections législatives. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux chrétiens et toutes les éditions précédentes sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci à vous de votre fidélité. À la semaine prochaine.